BFM Politique. Benjamin Duhamel. Le philosophe et écrivain Alain Finkielkraut, invité de BFM Politique. Alain Finkielkraut, juste avant de commencer cet entretien, je signale à tous ceux qui nous regardent chez eux que vous pouvez interpeller, questionner directement Alain Finkielkraut en flashant le QR code qui vient d'apparaître à la droite de l'écran et nous relayerons vos questions tout au long de cette émission. J'ajoute, Alain Finkielkraut, que votre dernier livre est paru aux éditions Gallimard, Pêcheur de perles. On va voir dans un instant apparaître la couverture. Alain Finkielkraut, je voudrais commencer par les blocages à l'université par des militants et des étudiants pro-palestiniens qui se sont donc multipliés cette semaine à Sciences Po, Paris, mais aussi à Lille, à Lyon. On va y revenir dans le détail dans un instant. Mais d'abord, une question d'ordre plus général. On a beaucoup entendu de commentaires sur l'américanisation des universités françaises, un mouvement de fond idéologique. Est-ce que ce n'est pas juste une minorité d'étudiants, comme on a pu le voir par le passé, qui décident de se mobiliser parce que cette cause leur paraît juste ? Une minorité, je demande à voir. Les lycéens menacent d'entrer dans la danse. À partir de demain, oui. Donc, aura-t-on un droit à un mai 2024 qui, en fait, et nous en parlerons, sera très différent de mai 68. Une minorité, je ne sais pas. En tout cas, c'est un phénomène qui touche le monde occidental. Et il faut remonter dans notre temps pour en comprendre la nature. Cela date, aux États-Unis, effectivement, du remplacement des humanités et des sciences sociales par les studies. African American Studies, Subaltern Studies, Women Studies, Gay Studies, Queer Studies, Lesbian Studies, etc., etc. Des studies multiples, mais qui désignent toutes. Ce ne sont pas des études, contrairement à ce qu'elles laissent entendre, ce sont des réquisitoires contre un seul et même coupable, l'Occident. C'est aussi, Alain Finkielkraut, des champs d'études sociologiques qui n'existaient pas par le passé. Non. Quand vous étudiez des gender studies, vous prenez des auteurs et vous les montrez effectivement. C'est pas interdit d'étudier la question du genre dans la littérature, dans l'histoire. Qui se cachent dans leur œuvre. Et ce faisant, vous ne traitez plus les grandes œuvres comme elles doivent l'être, avec humilité, avec respect. Vous les convoquez devant votre tribunal. Bref, donc le coupable est unique. C'est le blanc, impérialiste, colonialiste, prédateur. Israël, aujourd'hui, c'est devenu le blanc majuscule. C'est le fer de lance de l'Occident. Le phénomène a commencé en 1967. Israël, alors, n'était plus... avec les conquêtes de la guerre des 6 jours, ce n'était plus tout à fait le pays des réfugiés ou des pionniers, c'était le pays colonisateur. Et le phénomène trouve son apothéose aujourd'hui avec la guerre à Gaza. On va détailler tout cela dans un instant. Juste, je m'arrête avant de donner la parole à mes camarades. Vous disiez peut-être que mai 2024 va ressembler à mai 68. Vous pensez vraiment qu'on est à l'aube, en quelque sorte, d'un mouvement similaire aux événements de mai en 1968 ? En tout cas, visiblement, aux États-Unis, c'est le cas, puisque le mouvement touche toutes les universités. Nous voyons aussi... Mais en France, Alain Finkielkraut. Et en France, nous voyons des gens extrêmement complaisants avec ce mouvement. Même l'administrateur de Sciences Po, qui nous explique que les étudiants sont très touchés par ce qui se passe à Gaza, et le maître Henri Leclerc, grand défenseur des droits de l'homme, qui salue les élans du cœur de la population étudiante. Et c'est ce que vous appelez complaisant ? Le fait que Sciences Po ait signé un accord qui a été contesté parce qu'il y a eu des levées, notamment de saisines disciplinaires. À un moment donné, fut envisagé par l'administrateur de Sciences Po le fait de débattre des liens avec les universités. Tout ça vous a choqué. C'est-à-dire que vous dites que c'est une compromission de la part de Sciences Po. Israélienne, c'est tout simplement ignoble. Les universités israéliennes ne dépendent pas du gouvernement. Ce sont d'ailleurs des foyers de contestation. J'ai pu les constater lors de mon dernier voyage. Et d'ailleurs, cette question a été écartée par la direction de Sciences Po. Il n'y aura pas de remise en cause de ces partenariats. Les étudiants sont furieux, mais j'en reste
à ces élans du cœur, si vous voulez bien. Parce que là, c'est quoi ce cœur en réalité? Tels les jeunes révolutionnaires chinois brandissant le petit livre rouge, ces émotifs en kéfier récitent docilement le catéchisme woke. Ce sont, là je citerai Peggy, ces âmes jeunes sont des âmes mortes tout entières envahies de tout fait. Attendez, Alain Finkielkraut, je donne la parole dans un instant à Marion Mourgue, mais juste comprenez aussi que pour ceux qui nous regardent, peut-être certains des jeunes qui se sont mobilisés, que ce soit à Sciences Po ou devant d'autres universités, soient émus par ce qui se passe à Gaza, se mobilisent pour la cause palestinienne. C'est pas forcément tous des gens avec des slogans tendancieux. Il n'y a aucune sincérité possible dans ces événements. C'est une sincérité, mais tout, comme je cite Peggy, tout est aujourd'hui revêtement, le cœur même devient revêtement. Idée toute faite, première, eh bien, l'occupation. On dénonce l'occupation. Israël s'est retiré du Liban en 2002, de Gaza en 2005, c'est-à-dire il y a bientôt 20 ans. Apartheid, ils nous disent tous, 75 ans d'apartheid. Ah bon? Depuis la création de l'État d'Israël, la déclaration d'indépendance garantit les droits égaux à tous les citoyens. Aujourd'hui même, enfin, ces jours-ci, une arabe chrétienne israélienne a été élue présidente de l'université de Haïfa. Il y a 35% d'étudiants arabes à Haïfa. Il n'y a plus un seul juif dans les pays arabo-musulmans. Alors de quoi nous parle-t-on? Question de Marion Mourgue. Il y a justement ces images qui viennent des États-Unis. On voit une contagion de la contestation dans les campus américains. Est-ce que vous dites aujourd'hui, on arrive à ce point de bascule en France où on en est encore loin, même si évidemment on a entendu des slogans antisémites ici? Nous verrons bien. Le wokisme, en tout cas, a gagné la France. Le wokisme est un crétinisme qui touche malheureusement les futures élites des deux côtés de l'Atlantique. Vraiment à un niveau maximal dans les universités. Il faut souligner également sa dimension anti-juive. Parce que tous ces jeunes gens dont le cœur bat nous expliquent qu'il faut dénoncer le génocide à Gaza. Israël génocidaire. C'est une absurdité. Mais il n'y a pas eu en tant que tel, Alain Finkielkraut, de slogan antisémite prononcé par des étudiants de Sciences Po. Le mot de génocide est en lui-même anti-juif, parce que ça ne veut rien dire. Ça veut dire d'abord que ces jeunes gens pleins de bons sentiments et de bonne volonté, n'ont jamais vu Shoah de Klansman, n'ont jamais ouvert, si c'est un homme, ou les naufragés et les rescapés de Primo Levi. Ils n'ont pas lu, bien sûr, n'ont jamais entendu parler des 40 jours du Moussadag de Franz Werfel sur le génocide des Arméniens, sinon ils ne pourraient pas s'exprimer ainsi. Il s'agit par ce terme de déloger les Juifs de leur piédestal victimaire. À Columbia, il y a eu, avant d'ailleurs, même le 7 octobre, une réunion d'étudiants autour du thème « L'Holocauste n'est pas exceptionnel ». Voilà. Non seulement l'Holocauste n'est pas exceptionnel, mais ce sont les Juifs qui font subir maintenant un holocauste aux Palestiniens. Sur cette question, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la réponse des autorités. Encore ce matin, dans les colonnes de la Tribune Dimanche et de la Provence, le président de la République dit condamner avec la plus grande fermeté les blocages dans les universités, au diapason d'ailleurs du Premier ministre Gabriel Attal. Vendredi, le préfet de police, le ministre de l'Intérieur ont ordonné l'évacuation des derniers militants qui bloquaient Sciences Po Paris. Est-ce qu'au moins vous dites, les autorités ont été à la hauteur sur ce point-là? Je pense qu'elles ont été à la hauteur, mais ça n'empêchera pas la contagion, au contraire d'ailleurs, puisque les syndicats lycéens appellent eux-mêmes au blocage dans les lycées. Donc on verra bien la semaine prochaine, mais j'en reviens à la comparaison avec 68. 68 était... Vous avez été vous-même militant pendant mai 68. Tout le monde à l'époque. Ça étonnera peut-être certains de ceux qui nous regardent aujourd'hui. Étant donné le réac que je suis devenu. Non, mais c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. C'était un moment de ferveur grégaire et d'illusion lyrique. Cela étant, il y avait une certaine créativité
dans les slogans sous les pavés la plage, soyez réalistes, demandez l'impossible, jeune femme rouge toujours plus belle. Voilà, certains des graffitis, même un certain humour, puisque je suis marxiste, tendance Groucho. Voilà ce qu'on trouvait aussi. Et surtout, nous sommes tous des juifs allemands. Quand même. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend en fait? Nous sommes tous des résistants du Hamas, ce qui veut dire en clair, nous voulons tous la mort des Juifs. Voilà la réalité de ce mai 2024 qui éventuellement se prépare. Et d'ailleurs, juste pardon Alain Finkielkraut, pour s'arrêter là-dessus, encore une fois, je ne nie absolument pas l'aspect tendancieux de certains slogans, une forme de complaisance avec l'antisémitisme, parfois un antisionisme qui devient antisémitisme, mais n'y a-t-il pas quelques jeunes qui sont sincèrement émus de ce qui se passe là-bas et qui peut-être même sont d'ailleurs instrumentalisés, ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, mais vous dites vous-même, mai 68, voilà, il y avait une forme d'instinct grégaire. Est-ce qu'il n'y a pas certains éléments comparables aujourd'hui? Mais justement, c'est-à-dire quand même, quand on est jeune et quand on est étudiant, normalement, on lit. Ouais. Or, ils ne lisent rien. La seule chose que lisent, en tout cas les militants que l'on voit sur votre chaîne et les autres, c'est visiblement Wikipédia. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Et je lis dans Le Parisien quand même, dans Le Parisien, très bon journal, que 35% des jeunes de 18 à 25 ans estiment justifier de s'en prendre aux Juifs du fait de leur soutien à Israël. Mais comment vous expliquez justement ce basculement dans l'opinion? Comment vous expliquez ces chiffres qui sont très importants? Comment vous expliquez ce basculement dans l'opinion et qu'on puisse avoir de telles proportions? C'est le mot de génocide et le mot d'apartheid, c'est-à-dire le nouveau mot juif dit en réalité, d'où sa bonne conscience, mort aux nazis. Puisque l'État juif devient un État nazi. Et oui, il y a un retournement du stigmate. Bien sûr. Oui. Un retournement, c'est ça. C'est-à-dire, vous étiez les victimes, vous avez beaucoup emmerdé avec ça, maintenant c'est fini, et vous êtes devenus, dans l'esprit de cette jeunesse, d'autant plus manichéenne qu'elle est ignorante, vous êtes les bourreaux. Question d'Amandine Atalaya. Ce que vous dites, cette jeunesse à Sciences Po devient ignorante. Il y a des dérapages. Qu'est-ce qu'on fait? Les Républicains, par exemple, à droite, proposent une mise sous tutelle de l'établissement Sciences Po. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a décidé de couper les financements, les subventions. Est-ce que ce sont de bonnes idées pour vous? Je n'en sais rien. Je suis très inquiet de la dérive de Sciences Po, où on dit d'ailleurs que la majorité des étudiants ont voté Mélenchon, sont favorables à la France insoumise. Parce qu'il faut savoir aussi ce qu'est devenu... Certaines études ont montré que 55% des étudiants de Sciences Po avaient pu voter pour Jean-Luc Mélenchon en 2022. Combien? 55%. Mais est-ce que pour vous, couper les financements, ça va trop loin, c'est absurde, ou il faut en arriver à ça? Ce que je pense, c'est qu'il faut revenir à un enseignement exigeant à Sciences Po, et il faut aussi pouvoir traiter à Sciences Po de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Mais disons, il faut que les étudiants ouvrent enfin leurs oreilles pour comprendre ce qui se passe. Je rappelle pour ceux qui nous regardent que Sciences Po se cherche un directeur, puisque en l'état, c'est un administrateur provisoire qui est à la tête de l'établissement. Feriez un bon directeur de Sciences Po ou pas? Écoutez, ce que j'aimerais, par exemple, moi, vous avez parlé de pêcheurs de perles. Oui. Pourquoi ne ferais-je pas une conférence à Sciences Po autour de ce livre, autour de certains thèmes de ce livre, la civilité. Pourquoi vous êtes persona non grata à Sciences Po? Bien sûr. Je pense que je suis persona non grata dans toutes les universités françaises. Ouais. Mais vous pensez, à l'école normale supérieure, même à Polytechnique, vous pensez ou vous avez des éléments qui permettent de dire que ces conférences-là ne sont pas possibles? Moi, j'ai des éléments. Il y a déjà quelques années, un étudion voulait m'inviter à l'ENS. Pour dire les choses, pour ceux qui nous regardent, moi, je vous ai invité à Sciences Po il y a une dizaine d'années. Vous êtes venu. Je suis venu, mais vous savez que je suis passé par les combles. Il y avait un dispositif policier. Il y avait un dispositif policier. Mais et je suis revenu une fois.
Là encore, on a dû changer le lieu du séminaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible. Mais enfin, Donc voilà, directeur de Sciences Po, je suis non. prêt. Je suis prêt. Et même d'ailleurs à traiter du conflit israélo-palestinien, où, je vais peut-être vous surprendre, je ne suis absolument pas un inconditionnel. Absolument, de et la on y politique de reviendra tout à l'heure. Netanyahou. Mais donc, qui ferait un bon patron de Sciences Po pour, Je ne sais pas. non. Moi, je ne crois pas, parce Non. que, de toute façon, je ne comprends rien à toutes les questions comme ça D'organisation. D'accord, c'est pas trop votre... Je ne suis pas un organisateur. Non, bon. Question de Marion Mourgue. Alors depuis 8 jours, on a vu des députés de la France Insoumise venir à Sciences Po en soutien des manifestants. Quand vous regardez ce que fait la France Insoumise, vous dites quoi? C'est un soutien désintéressé à une cause politique ou c'est de l'instrumentalisation de la part d'un parti politique? Bien sûr qu'ils instrumentalisent. Le rêve de la France Insoumise, c'est de faire la jonction entre l'Amphiboutmi et la Seine-Saint-Denis, entre la jeunesse woke des métropoles et les quartiers dits populaires. Donc pour vous, c'est une stratégie électorale? C'est une stratégie cynique, bien sûr, et ils vont très loin dans ce sens. Jean-Luc Mélenchon disait tout récemment sur Jérôme Guedj, député socialiste qui avait été Ils ont au été cœur proches à un du moment. dispositif de la NUPES. Il tourne autour du piquet où le retient la laisse de ses adhésions. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Comment vous l'avez compris Ça veut dire, c'est sa judéité qui parle, c'est sa judéité qui parle, c'est pour ça qu'il ne va pas jusqu'à dénoncer le génocide. Pourquoi il est antisémite, Jean-Luc Mélenchon? Ce que je sais, c'est que Jean-Luc Mélenchon, mais avec lui aussi, Thomas Porte, Daniel Obono, Rima Hassan, donc Hassan, des élus de la France Insoumise. et Éric Coquerel, Mathilde Panot, font de la France Insoumise un parti de plus en plus ouvertement antisémite. Ils le font par calcul. J'espère qu'ils se trompent. Cette jonction n'aura peut-être pas lieu. Ils prendront une veste aux élections européennes, ce qui permettra à d'autres dirigeants de plus en plus embarrassés par cette dérive de prendre les choses en main et de réintégrer la France Insoumise dans l'arc républicain. Voilà mon souhait. Un mot rapidement avant de faire une très courte coupure. La semaine a aussi été marquée par les convocations de deux personnalités de la France Insoumise, Mathilde Panot et Rima Hassan, pour apologie du terrorisme, notamment lié au communiqué de presse qui avait été fait au lendemain du 7 octobre. Est-ce que c'est vraiment à la justice de trancher ces différends, Alain Finkielkraut? Non, je ne crois pas. Mais il ne faut pas... on a le droit de critiquer justement cette invasion de la justice, mais il ne faut pas oublier les propos de Mathilde Panot et des députés de la France Insoumise au lendemain du 7 octobre. Qui évoquait une offensive des forces armées palestiniennes. Voilà, l'offensive des forces armées du Hamas qui intervient dans un contexte d'intensification de l'occupation israélienne. Je rappelle, il n'y avait pas d'occupation à Gaza. Et ça veut dire justifier le 7 octobre. C'est absolument ignoble. Disons que c'est pas à minima le contextualiser. Mais est-ce que pour autant ça justifie d'être convoqué par les policiers? Non. Mais Rima Hassan, il faut rappeler aussi qu'elle a dit que le Hamas menait une action légitime et qu'Israël n'avait pas le droit de se défendre. Elle sera notre invitée ce soir sur cet élément. C'est une interview au crayon. Elle explique qu'il y a un montage qui déformait ses propos. Et elle dit aujourd'hui le Hamas est un groupe religieux avec une branche politique et une branche armée qui commet des actes terroristes. Juste pour replacer D'accord. ce qu'elle dit. Non, mais... Vous verrez avec elle. En tout cas, elle est 7e sur la liste, ce qui veut bien dire que la question palestinienne est au cœur du dispositif, de la stratégie de la France Insoumise. Et la question palestinienne, c'est la dénonciation du génocide israélien, c'est-à-dire du juif devenu bourreau, du juif devenu directeur du camp d'Auschwitz. Voilà ce que ça veut dire, c'est tout. On continue cette discussion dans un instant. Restez avec nous, BFM Politique. Toute petite pause et on continue la discussion. À tout de suite.
Alain Finkielkraut, invité de BFM Politique. Alain Finkielkraut, avant de continuer notre entretien, une question d'un téléspectateur. Voilà ce que vous demande Martin. Guillaume Meurice, l'humoriste, est suspendu d'antenne à France Inter. Est-ce qu'il est victime de la cancel culture selon vous? Est-ce que vous lui apportez votre soutien? Je rappelle, pour ceux qui nous regardent et qui peut-être n'ont pas suivi, que Guillaume Meurice a été suspendu après avoir réitéré les propos polémiques sur Benjamin Netanyahou à l'antenne. C'était la deuxième fois qu'il les disait dans son émission de France Inter. Est-ce que vous lui apportez votre soutien? Non, je ne lui apporte absolument pas mon soutien. Il avait dit de Benjamin Netanyahou que c'était une sorte de nazi sans prépuce. Sans prépuce. C'est pas une phrase drôle, c'est même pas une blague pas drôle, c'est une phrase antisémite, brutalement antisémite. J'ai été étonné qu'aucune sanction ne soit prise contre lui. Oui, parce qu'il a été auditionné par la police. Oui. Les plaintes ont été classées sans suite. Ça a été classé sans suite. Oui. Mais de toute façon, France Inter à l'époque craignait les réactions violentes. D'ailleurs, je pense qu'il y en aura, mais il est allé jusqu'à réitérer ses propos. Donc ce n'est pas un humoriste, c'est un militant qui s'attaque très souvent, d'ailleurs, au physique des gens. Il avait expliqué à mon propos que j'avais le cerveau qui me coule du nez, que j'étais complètement gâteux, etc. Enfin bref, cet homme n'a aucune limite, aucun scrupule, et la seule chose qu'on peut dire de lui, la seule continuité de son œuvre, c'est qu'il n'est pas drôle. Voilà, c'est un humoriste professionnel qui est en fait un tonton macoute de la gauche radicale. Alain Finkielkraut, je rappelle que vous avez une émission de radio sur France Culture. Est-ce que vous souhaitez que le service public, Radio France, se sépare de Guillaume Meurice? Ça, je laisse le soin à Sybille Veil d'en décider. Je n'ai rien à souhaiter. J'aimerais simplement que les humoristes professionnels renouent avec l'humour, rompent avec le militantisme et trouve à nouveau l'occasion d'être drôle et de prendre la pensée dominante à rebrousse-poil. Ça nous ferait un changement. Juste avant de parler de Raphaël Glucksmann, le téléspectateur, il y a un instant, se demandait avec, j'imagine, une forme d'ironie, s'il n'était pas victime de la cancel culture. Est-ce qu'il n'y a pas, quoi qu'on pense de l'humour ou non, de l'aspect extrêmement choquant de ce qu'a pu dire Guillaume Meurice, est-ce que ce n'est pas une forme d'obstacle à la liberté d'expression? À partir du moment où, rappelons-le, il n'a pas été condamné puisqu'il y a eu des plaintes et qu'elles ont été classées sans suite. Écoutez, j'ai entendu Sophia Aram sur France Inter à propos justement du conflit et du mouvement à Sciences Po. On ne peut pas dire qu'elle soit réactionnaire, etc. Mais elle a dit des choses extrêmement intelligente, définitive et forte. Je répète, la liberté d'expression. Mais je me souviens, l'autre jour, il y a eu un humoriste lui-même qui était assez drôle. On l'interroge, il dit « Moi, je fais des blagues de temps en temps complètement ratées, mais quand je sens que je blesse des gens, ben j'arrête. Je m'excuse et j'arrête. » Bon, voilà. Ça devrait être, si vous voulez, la limite que les amuseurs eux-mêmes s'imposent. Question d'Amandine Atalaya sur ce qui s'est passé le 1er mai à Saint-Étienne. Oui, vous avez dû voir, comme beaucoup de Français, les images de Raphaël Glucksmann, qui est le candidat socialiste pour les européennes, exfiltré de ce rassemblement. Il y a eu des jets de peinture à son encontre. Au moins un militant insoumis qui s'est vanté d'avoir voulu le mettre dehors. On a vu aussi des jeunes communistes. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Alain Finkielkraut, en voyant ces images? J'ai trouvé, encore une fois, ce moment de fanatisme absolument déplorable. Et je pense qu'il a été en effet évincé, chassé du défilé par des manifestants vociférants et qui brandissaient des drapeaux palestiniens. Donc, est-ce que vous y voyez je pense que le fait qu'il s'appelle Glucksmann n'est pas complètement étranger à cette éviction. Alors ça veut dire que pour vous, c'est pas simplement des divisions à gauche qui expliquent ce qui s'est passé. Il y a des relents antisémites. Et puis, de toute façon, il y a une folie furieuse aussi, parce que l'un des militants qui se vante de l'avoir expulsé dit qu'il devait payer son soutien à Saakashvili, l'ancien président géorgien. Donc, si vous voulez, non seulement ils sont pro-Hamas, mais ils sont
pro-Poutine. Voilà cette gauche qu'on nous offre comme une alternative, cette gauche dite sociale qu'on nous offre comme une alternative à la droite et au centre. C'est tout simplement épouvantable. Mais cette dimension anti-juive ne doit pas être occultée. Donc Raphaël Glucksmann est victime d'antisémitisme. Je ne dirais pas, je dis simplement que brandir des drapeaux palestiniens, moi quand même, ça me rappelle ce qui m'est arrivé quand j'assistais en spectateur à une manifestation, de gilets jaunes. Des gilets jaunes, et ce sont certains gilets jaunes justement de la gauche des gilets jaunes qui se sont approchés de moi en me traitant de sale sioniste. Quand même. Donc, voilà, ça a éveillé cet écho en moi. Vous avez le sentiment qu'il y a une forme de parallélisme entre les scènes. Je pense qu'on peut le faire. Alain Finkielkraut, vous rentrez d'Israël, vous avez passé quelques jours, et j'ai lu votre interview dans les colonnes du Figaro. Vous avez eu des mots très sévères sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Je vous cite, le pire Premier ministre de l'histoire d'Israël. Pourquoi ? Alors, j'ai vu aussi un pays traumatisé par le grand pogrom du 7 octobre. Et aussi obsédé par les otages. Il y a une place des otages à Tel Aviv. Et ce qu'on peut reprocher aussi à ces jeunes gens émotifs, c'est qu'il n'y ait pas un mot pour ce pogrom et pas un mot pour les otages. Et ce pogrom, c'est terrible pour Israël, parce qu'Israël a été créé comme une sorte d'État refuge afin que des persécutions et des massacres de ce type ne se reproduisent plus. Ils ont eu lieu en Israël. Donc, de ce point de vue-là, il y a un consensus. Il fallait répondre. Mais, c'est ça qui m'a le plus frappé, Israël n'a même pas, dans cette situation terrible, la consolation, le réconfort de l'union sacrée. C'est un pays divisé, c'est un pays fracturé. Et en effet, un professeur de sciences sociales de l'université de Tel Aviv, brisé par ces événements dont je parle, me dit que le problème d'Israël, ce n'est pas le Hamas, c'est Netanyahou. Hamas, c'est l'ennemi. Et l'ennemi dont il faut... Et vous êtes d'accord avec ça ? Vous dites pire Premier ministre de l'histoire d'Israël. Pourquoi ? Entre autres, pourquoi ? Parce qu'il a fait entrer au gouvernement le parti national religieux, le parti sioniste religieux et le parti Force juive. De Smotrich, et Ben Gvir. Ouais. Ce sont des infréquentables, des gens terribles, absolument terribles. D'ailleurs, une membre de ce parti qui est au gouvernement s'est prononcée. On discute de trêve aujourd'hui. Et les Israéliens ont fait une proposition que Anthony Blinken lui-même a jugée extraordinairement généreuse. Eh bien, elle s'est prononcée contre un accord qui jette aux ordures les objectifs de guerre pour sauver 22 ou 33 personnes, ou je ne sais combien, et elle dit un gouvernement de cette sorte ne mérite pas d'exister. Donc si une trêve est trouvée, ces gens-là vont quitter le gouvernement. Mais vous dites c'est ce qui est le mieux qui peut arriver à Israël. Vous dites quoi ils s'accrochent et Netanyahou s'accroche à eux. Donc vous dites aujourd'hui, le Premier ministre israélien empêche d'avoir cette trêve, empêche d'aller vers la paix aujourd'hui ? Non, parce qu'il faut quand même... il est pour une intervention à Rafah. Netanyahou accepte d'être leur otage, parce qu'il pourrait changer sa coalition. Il ne le fait pas. Mais ces infréquentables, ces incendiaires ne siègent pas au cabinet de guerre. Le cabinet de guerre, c'est Netanyahou, Yoav Gallant, mais surtout deux anciens chefs d'état-major. Notamment Benny Gantz et Gadi Eisenkot, qui ont la tête sur les épaules, qui sont des gens très raisonnables. D'ailleurs, eux-mêmes pensent aujourd'hui, semblent penser que l'offensive à Rafah n'est pas nécessaire. C'est ce que répète le Premier ministre Anthony Blinken. souhaite. Donc, le gouvernement israélien est aujourd'hui très, très fragile. Mais Netanyahou il faut renoncer à rien. Est-ce qu'il faut que le gouvernement israélien renonce à cette offensive à Rafah qui risque d'accentuer encore un peu plus le drame humanitaire en termes de victimes civiles qui se joue dans la bande de Gaza ? Est-ce qu'il faut abandonner ? Rappelons que les États-Unis même, Joe Biden, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie, disent « nous ne soutenons pas la possibilité d'une offensive à Rafah ». Ils proposent aussi des solutions alternatives. Alors, drame humanitaire, c'est vrai, mais
il y a des corridors humanitaires, je ne sache pas qu'il y en ait eu dans le ghetto de Varsovie, il y a de l'aide alimentaire qui parvient de tous côtés maintenant, donc voilà. Mais effectivement, comme beaucoup de Palestiniens se sont réfugiés à Rafah, comme il est très difficile de les transporter une nouvelle fois ailleurs, malgré ce que semble souhaiter l'armée israélienne, cette offensive à Rafah me paraît extrêmement dangereuse. Et alors je ne vous dis pas ce qui arriverait aux Juifs du monde entier si une telle offensive avait lieu. Mais il faut penser aussi, et penser même en priorité, à la population palestinienne. Je rappelle aussi, quand même, nos émotifs, ils devraient s'en soucier, que si des élections avaient lieu en 2021, c'est Jean-Pierre Villieu qui le dit, eh bien, c'est l'autorité palestinienne qui aurait été élue à Gaza, et c'est le Hamas qui aurait été élu en Cisjordanie. Pourquoi ? Parce que les Palestiniens souffrent, la population palestinienne souffre de l'arbitraire de l'autorité qui la domine, dans tous les cas. C'est aussi ça, quand même. C'est aussi ça, le Hamas. Et même l'autorité palestinienne. Une autorité arbitraire et corrompue. Question d'Amandine Atalaya sur le scrutin du 9 juin. Oui, les élections européennes. Dans les sondages, le Rassemblement national est très largement en tête aujourd'hui avec Jordan Bardella en tête de liste. La liste de la majorité avec Valérie Yeye est très en retard et ne semble pas réussir à combler ce retard. Comment est-ce que vous expliquez le succès aujourd'hui du Rassemblement national, succès prévisible ? L'actualité explique le succès du Front national. Une femme, une jeune fille passée à tabac parce qu'elle s'habille à l'européenne. Un jeune homme tué, assassiné par un grand frère parce qu'il voulait nouer des relations avec la sœur. Faites référence à la jeune Samara. La jeune Samara. Et ce qui s'est passé à Viry-Châtillon avec exactement. la mort de Shemseddine. Et puis, il y a la terrible agression de Matisse, qui en est mort, par un jeune Afghan et sa mère. Et donc vous dites que ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits de société. Ces faits de société favorisent d'autant plus l'ascension du Rassemblement national que la bien-pensance et un certain nombre de partis refusent de s'en saisir. Ce qui favorise aussi le Rassemblement national, c'est le destin de la loi immigration. Moi, j'ai entendu, Alain Finkielkraut, le gouvernement, dans la foulée de ces faits de société, comme vous les appelez, appeler à un choc d'autorité. Le ministre s'est même rendu à Viry-Châtillon pour faire un discours. Ça, c'est... Non, tant mieux. Et ils veulent revoir la justice des mineurs. J'ai confiance en Gabriel Attal. Vous avez confiance en le Premier ministre ? Oui, plutôt. Mais ce que je sens, ce que je vois aussi, c'est que le président de la République a appelé la majorité à voter la loi immigration, et il a immédiatement saisi le Conseil constitutionnel, qu'il a censuré, et dont le président s'est vanté de son acte de bravoure sur tous les plateaux. C'est ça qui favorise le Rassemblement national. Pour, si vous voulez, enrayer cette ascension qui semble irrésistible, il faudrait que tous les partis en France se saisissent de la réalité, c'est-à-dire de l'ensauvagement de la société et de la fracture française. Alors, il y a un autre phénomène dans cette campagne, on en parlait tout à l'heure, c'est Raphaël Glucksmann qui se rapproche de la candidature dans les sondages de Valérie Yeye. Est-ce que vous trouvez que c'est un épiphénomène lié à une situation des européennes, ou est-ce que ça montre la recomposition de la politique et la social-démocratie qui pourrait se refaire une santé dans la perspective de la présidentielle ? Je pense que l'ascension de Raphaël Glucksmann tient au rejet de la France insoumise. Donc ce ne serait toute une partie même de la population bobo est écœurée par la radicalité, l'extrémisme, la violence et l'antisémitisme qui émanent des principales figures de ce parti. Ça, c'est vrai. Alors, on peut s'en réjouir, et je m'en réjouis. Ce qui m'inquiète, dans la suite de ce que je viens de dire, c'est que Raphaël Glucksmann s'est prononcé contre le pacte asile et immigration voté le 14 avril par le Parlement européen. Comme si la gauche, c'était l'ouverture des frontières, la droite, la fermeture. Alors là, je vais vous citer, justement, un grand penseur américain de gauche, un philosophe célèbre, Michael Walzer, Sphère de justice. Il dit que sans une politique d'admission et d'exclusion
et d'exclusion. Il ne saurait y avoir de communauté de caractère historiquement stable, d'association continue d'hommes et de femmes ayant un sens spécifique de la vie en commun. Donc le contrôle des frontières donc il est trop, devait selon être vous, le Alain souci Finkielkraut, de tout le monde. Il est trop laxiste sur la question migratoire. Ben, il pense que c'est un marqueur de gauche. Et je crois qu'il se trompe historiquement juste et philosophiquement. encore un mot sur le 9 juin. Pour qui vous allez voter? Je ne le dirai pas. Est-ce qu'il y a au moins une liste qui se rapproche un petit peu de ce Je en ne quoi vous le dirai pas. Je ne vous le dirai Et vous pas. pourriez voter pour Raphaël Glucksmann? Non. Non. Pour les raisons que j'ai dites. Donc bon, donc Pour les c'est pas raisons que Raphaël j'ai dites. Glucksmann, ça laisse pas beaucoup de... Donc, je vous laisse le soin de trouver, avec votre grande perspicacité, votre intelligence hors du commun, je pense que vous saurez, mais ne dites rien et moi je ne dis rien. François-Xavier Bellamy? Vous ne dites rien. Il est philosophe comme vous? Oui, il est professeur de philosophie. Moi non plus. Voilà. En tout cas, vous dites pas non. Professeur de philosophie. Voilà, Mais j'ai rien dit. Oui, là, la perspicacité, comme quoi j'ai... Mais c'est pas sûr. Bon, non, mais quand même, je sens disons, une forme d'affinité élective. Un mot sur les Jeux Olympiques. Alain Finkielkraut, dans moins de 3 mois, les Jeux s'ouvriront à Paris. Vous, que l'on dépeint parfois comme un philosophe pessimiste, voire un peu grognon, on imagine que vous ne souscrivez pas exactement à l'idée d'une grande fête populaire, non? Ah, une grande fête populaire, j'aimerais énormément. J'adore les grandes fêtes populaires. Mais une grande fête populaire dans un Paris en état de siège, la gendarmerie, la police, l'armée, des armées étrangères en plus. Hein. Les Polonais nous ont promis leur service et jusqu'à présent nous avons accepté. Qu'est-ce que ça veut dire? Une grande fête populaire qui va coûter des 1000 et des cents alors que la France, la dette en France ne cesse de s'aggraver. Donc j'avais raison, le philosophe un peu grognon. Je ne suis pas complètement fan Mais vous allez les regarder quand même que vous aimez. Vous allez les regarder ou fuir Paris? J'ai très envie de fuir Paris. Ma décision n'est pas prise, mais si je les regarde, ce sera enfermé dans mon appartement. Ce qui me réjouit dans les Jeux Olympiques, c'est qu'au bout du compte, on a maintenu les bouquinistes. Donc j'irai peut-être faire un tour sur les quais. Et sur la cérémonie d'ouverture, vous allez la regarder. Vous avez bien entendu parler de la chanteuse Aya Nakamura, j'imagine? Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qui voudrait chanter peut-être l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. C'est-à-dire que j'ai entendu une de ses chansons, je ne la connaissais pas, il paraît qu'elle a des millions et des millions de followers. C'est la chanteuse française qui vend le plus à l'étranger. Il n'y avait pas un mot que je comprenais. Donc c'était un peu embêtant, puisqu'elle est chargée de représenter l'entente. Et surtout, regardez ce qui s'est passé. Parce qu'on dit, tous ceux qui discutent sont racistes. J.C. Norman, en 1989, a été choisi pour chanter la Marseillaise. C'était magnifique. Personne n'a élevé la voix. Mais voilà, nous sommes passés, en l'espace d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années, de J.C. Norman à cette chanteuse. De l'évolution de notre pays et d'évolution de la place, de l'art et de la culture. Et en plus, si vous voulez, oui. Elle a été victime de racisme. Peut-être. C'est pas peut-être, c'est que je vous le dis avec certitude. Elle a été victime de racisme, mais on n'a pas le droit de critiquer comme raciste tout étonnement devant le choix du président de la République. Sur ce sujet, vous avez le droit de ne pas aimer. Je veux dire. Vous avez le droit de ne pas aimer Aya Nakamura, mais quand on a entendu certains responsables politiques dire elle ne parle pas français, Marine Le Pen dit c'est un choix qui humilie la France et les Français. Ce qui dit Marine Le Pen ne m'intéresse pas. Ouais. Ce que je constate, c'est que quand elle chante, ce n'est pas en français. Et je pense qu'il aurait... avec de l'argot... C'est un nouveau français. Une forme d'hybridation avec plusieurs origines. Elle aurait été blanche, parce qu'il y a beaucoup de blancs rappeurs, etc., qui auraient pu candidater. Ma réaction aurait été exactement la même. Exactement la même. Comme celle de beaucoup d'autres. Et ce que je dis comparer l'époque J.C. Norman et l'époque d'aujourd'hui. C'est tout ce que je demande. Je rappelle que J.C. Norman était noir.
Donc vous n'êtes pas plutôt Jaja, IP ou Pookie, non, c'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est les chansons de Aya Nakamura. Voilà. Oui, et le problème, c'est que contrairement à vous, je ne les ai pas encore appris par cœur. Non, moi je connais les titres. Jaja, IP ou Pookie, mais bon, bah, vous avez encore un peu de temps pour les écouter avant la cérémonie d'ouverture. Je termine avec une question d'une téléspectatrice, Raphaël, qui vous pose la question suivante. La drag queen Minima Gesté va porter la flamme olympique à Paris, un choix qui suscite la polémique. Qu'en pensez-vous? Les bras m'en tombent des pieds, comme on disait à Constantine. Une drag queen pour bon, mais bientôt, je sais pas, on va avoir, ça va être les trans, etc. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bien entendu, c'est ça le stade ultime du progressisme, si vous voulez. C'est les drag queens et les trans. C'est-à-dire, voilà, la liberté n'est plus hypothéquée par la naissance, homme ou femme, c'est au choix de chacun. Voilà, c'est au choix de chacun. C'est la dernière, la conquête ultime de l'autonomie. Voilà, l'auto-engendrement de l'homme par l'homme, ou de l'être humain par l'être humain. C'est tellement bête qu'est-ce que ça enlève à quiconque? Bah oui, mais d'accord, mais on peut dire ça comme ça. Ouais. Et on peut dire ça. Puis en tout cas, on va dire aussi que la GPA n'enlève rien à personne. Bon, et là, on n'a pas le temps d'aller sur ce débat, mais on vous réinvitera. Merci beaucoup. C'est vrai, vous me réinviterez? Ben oui, et je remarque que cette émission est allée à son terme. Oui, n'est-ce pas? J'en suis tout à fait ému. Par rapport à la dernière fois. Merci infiniment d'avoir tenu aussi longtemps avec moi. Et merci d'être revenu, Alain Finkielkraut, et d'avoir été l'invité de BFM Politique.